Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient se permettre d'emmener qu'une seule fille en vacances. Ils ont choisi ma sœur. Quand ils sont rentrés, mon appartement était vide, et ce silence leur a fait comprendre que je ne reviendrai jamais. Le jour où mes parents sont rentrés d'Italie, ils ont poussé la porte d'un appartement qui ressemblait à une question restée sans réponse. Sur le mur du salon, il y avait comme un fantôme, un rectangle pâle là où se trouvait autrefois la télévision de 165 cm. Le mur derrière était encore d'un blanc éclatant, celui que j'avais payé quand nous avions fait appel à des professionnels il y a 3 ans. Le canapé avait disparu, les fauteuils aussi. Ainsi que la table basse que j'avais passé un samedi entier à construire pendant que mon père, assis à 3 mètres de là, me disait que j'étais bien plus doué que lui pour ce genre de choses. Le réfrigérateur avait laissé derrière lui un carré parfait sur le linoléum, un peu plus propre que le reste, comme le tracé à la craie d'une scène de crime. La cuisine semblait être une scène après le départ des acteurs. Les plans de travail étaient nus, le tiroir à couvert vide. Le casier à vin que j'avais offert à maman pour son anniversaire trônait dans le coin comme un squelette. Ma clé était posée sur le comptoir, accompagnée d'une enveloppe. Un seul mot écrit dessus, famille. Je sais tout cela parce que ma sœur, Chloé, me l'a décrit en pleurant au téléphone 3 jours plus tard. Je le sais parce que maman a laissé 17 messages vocaux en 4 heures. Chacun montait dans les aigus, une tonalité que je ne lui avais jamais entendue. D'abord l'incrédulité, puis la fureur, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Si le chagrin peut arriver avec 29 ans de retard, je le sais, car mon père, un homme qui ne m'avait pas demandé spontanément comment j'allais depuis 2019, a étrangement trouvé la retenue nécessaire pour m'écrire une lettre. J'étais assise dans un chalet de montagne dans les Alpes quand j'ai écouté tout ça. Des placards bleu marine, des sapins devant la fenêtre. Mon café refroidissait dans ma main parce que j'oubliais sans cesse de le boire. Jamais, dans ma vie, je n'avais été aussi silencieuse. Laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire n'a aucun sens sans les calculs. Et les calculs n'ont aucun sens sans les années. Et les années n'ont aucun sens sans ce dîner. Je m'appelle Victoire Marceau. J'ai 29 ans. Je suis experte comptable, ce qui, si vous avez déjà été confronté à la violence économique, vous paraîtra presque ironique. J'ai passé toute ma carrière à aider les gens à comprendre où passait leur argent. J'ai passé la majeure partie de la dernière décennie à ne pas comprendre du tout où passait le mien. Mes parents sont Marc et Diane Marceau. Mon père a passé 30 ans comme cadre intermédiaire dans une entreprise de fourniture de bureaux avant de prendre une retraite anticipée qu'il qualifiait de durement gagnée, alors que j'avais personnellement aidé à la subventionner. Ma mère est chaleureuse, sociable, créative et fondamentalement incapable de faire le lien entre l'argent et ses conséquences. C'est le genre de femme qui pleure devant les publicités et oublie que le loyer tombe le 5 du mois. C'est aussi le genre de femme qui, quand elle dit « nous sommes une famille, nous nous soutenons », le pense de tout son cœur, mais dans un seul sens. Ma sœur Chloé a 24 ans. Elle est belle de cette manière qui pousse les gens à lui faciliter la vie. Les serveurs qui offrent les desserts, les patrons qui lui donnent une seconde chance, les parents qui se reconnaissent dans son sourire et ne peuvent expliquer pourquoi ils l'aiment différemment. Chloé n'est pas une méchante. Je veux être clair là-dessus. Chloé est le produit d'un système qui lui a tout donné sans jamais lui demander de le remarquer. Je suis le produit de ce même système. Sauf que moi, je n'ai jamais pu m'empêcher de remarquer. La première fois que j'ai prêté de l'argent à mes parents, j'avais 21 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme, j'avais un poste junior, un salaire de débutante dans une ville où les studios coûtaient une fortune. Maman m'a appelé en septembre pour dire que le frigo était tombé en panne et qu'il n'avait pas les fonds avant le prochain salaire de papa. Est-ce que je pouvais
leur avancer 700 €? Je pouvais. Je l'ai fait. Je me suis dit que c'était pour cette fois-là seulement. Ce ne fut pas seulement cette fois-là. Au cours des 8 années suivantes, le « juste pour cette fois » est devenu un rythme. Le lave-linge a lâché, puis le sèche-linge. Puis papa a voulu un canapé pour son dos et maman une télé pour la chambre. Et Chloé avait besoin de réparer son ordinateur, et la taxe foncière était due, et la voiture avait besoin de nouveaux freins. Et est-ce que je pouvais, juste cette fois-ci, couvrir le crédit immobilier pendant qu'il réglait le problème? Je le réglais à chaque fois. Je le réglais parce que j'étais doué avec les chiffres, parce que je gagnais plus qu'il ne l'imaginait et parce que je n'avais pas encore d'enfant. Et n'étais-je pas chanceuse? N'étais-je pas flexible? N'étais-je pas la raisonnable? Cette expression m'a suivi durant toute mon enfance. Comme un diagnostic médical. Je n'ai pas remarqué qu'elle était devenue une cage. Avant d'être déjà enfermée dedans. Le dîner pour l'Italie a eu lieu un mardi 2 mars. J'avais fait 45 minutes de route après le travail pour cuisiner pour eux. La recette de maman, le poulet rôti avec les pommes de terre fondantes qui prend 3 heures de préparation. Je faisais ça une fois par mois, parfois 2. C'était juste quelque chose que je faisais. J'avais arrêté de me demander pourquoi. On arrête de se poser des questions quand les choses durent depuis assez longtemps. J'ai mis la table, plié les serviettes en éventail comme maman aimait. Ouvert le vin. Quand ils se sont assis, la cuisine dégageait exactement la même odeur que dans tous mes bons souvenirs d'enfance, et je me suis laissé penser que cela avait de la valeur. Maman a attendu le premier verre de vin. Nous avons une excellente nouvelle, a-t-elle dit. Elle souriait déjà. Ce sourire spécifique qu'elle arborait quand elle avait déjà pris une décision et qu'elle gérait la mise en scène. Ton père et moi emmenons Chloé en Italie 7 été. 2 semaines. Florence, Sienne, Rome. J'ai posé ma fourchette. Délicatement. C'est génial, ai-je dit. Vous aviez prévu ça pour quand? Juillet, a dit maman. Chloé a toujours voulu y aller et nous avons trouvé une offre via l'agence de voyage que connaît Caroline. Vous partez tous les 3. Maman a regardé papa. Papa a regardé son assiette. Le truc, c'est que, Victoire. Maman a utilisé le diminutif, le prénom de mon enfance, celui qu'elle dégainait quand elle avait besoin que je redevienne petite. On ne peut tout simplement pas se permettre d'emmener les 2 filles. Les 2 filles. J'avais 29 ans. J'avais payé leur crédit immobilier 11 fois. J'avais remplacé 4 appareils électroménagers majeurs. J'avais été co-emprunteuse pour la voiture de mon père et passé 18 mois à vérifier discrètement que les mensualités étaient payées parce que je savais qu'il ne le ferait pas. Les 2 filles. Ça se comprend, ai-je dit. Chloé a levé les yeux de sa purée. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise pendant exactement 4 secondes. Avant que son expression ne devienne plus douce, plus calculée. Ne t'inquiète pas, Victoire. Je t'enverrai des photos. Papa a gloussé. Pas un gloussement. Méchant. Pas malveillant. Juste un petit rire léger, réflexe, comme si quelqu'un avait fait une petite blague lors d'un dîner mondain, comme si la situation ne contenait rien de blessant. Mon père, qui m'avait regardé par-dessus cette table 100 fois en voyant quelqu'un d'utile, a gloussé. Quelque chose en moi s'est brisé, tranquillement, nettement, comme un fil électrique qui lâche après avoir été trop tendu pendant trop longtemps. Pas une rupture dramatique, pas un effondrement, juste une séparation petite, claire et décisive. J'ai fini le dîner. J'ai débarrassé les assiettes. J'ai lavé la rôtissoire à la main parce que le lave-vaisselle que je leur avais acheté il y a 2 Noël avait déjà des problèmes de vidange et je ne voulais pas gérer ça. Ce soir-là.
J'ai essuyé la trace de vin sur la nappe avant qu'elle ne s'incruste. J'ai dit bonne nuit. J'ai conduit pendant 45 minutes pour rentrer. Je me suis assise à ma table de cuisine pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Je suis experte comptable. Je suis très douée pour les archives. J'avais tous mes relevés bancaires depuis 2016. J'avais l'historique des virements, les reçus PayPal, les SMS où ils demandaient, et les confirmations où je disais oui. J'avais les factures des appareils, toutes, parce que je suis du genre à garder les tickets. Et parce que, quelque part dans un coin de ma tête, derrière la partie qui voulait juste être une bonne fille, une version plus calme de moi avait toujours su que ce jour arriverait. Il m'a fallu 3 nuits pour tout compiler, feuille de calcul par feuille de calcul, ligne par ligne, avec les sources et les preuves. Le total sur un bloc-notes jaune au centre de ma table de cuisine était de 112 419 €. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à de l'argent. Jusqu'à ce qu'il ressemble à autre chose. À une forme, à une décennie, à une décision que j'avais prise 1000 fois sans jamais la décider consciemment. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à comprendre que je ne reverrai jamais cet argent. Et puis, j'ai compris autre chose. Je n'avais pas besoin de le récupérer. J'avais besoin de sortir de là. Elle s'appelait Denise Acture, avocate en droit de la famille, 14 ans de barreau. Je l'avais trouvée par une amie d'une collègue. Méthodique, émotionnellement détachée et totalement dénuée de sentimentalisme sur le concept de « mais c'est la famille ». Nous nous sommes rencontrés un mercredi matin, pendant ma pause déjeuner. Son bureau était propre et organisé, ce qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne perlée. Elle a écouté tout mon résumé sans m'interrompre une seule fois, ce que j'ai trouvé si remarquable que j'ai failli pleurer. Quand j'ai fini, elle a dit, qu'elle paraît documentée. Tout, de manière exhaustive, ai-je répondu. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Reçu, chèque appareil, confirmation de livraison. Garantie à mon nom, virement, 12 ans de relevé. Elle s'est adossée à son fauteuil. Les meubles, l'électroménager, ce sont des biens achetés directement à ton nom et qui se trouvent actuellement chez eux. Oui. Et tu n'es pas sur l'acte de propriété? Tu n'es pas copropriétaire? Exact. Et tu as subventionné leur mensualité? Ce sont des virements documentés avec les SMS qui les demandaient. Denise Acture m'a observé un moment avec une expression que je n'arrivais pas à décrypter. Puis elle a dit, Victoire, rien de ce que vous décrivez n'est légalement qualifiable de vol de leur part. Ce qu'ils vous ont fait est moralement indéfendable, mais pas attaquable en justice. Ils ont demandé, vous avez donné, vous avez documenté, vous avez vos preuves. La loi est simple ici. Elle a croisé les mains. Reprenez vos affaires. Ne leur laissez rien qui vous appartienne, et faites-le pendant leur absence. Ils partent en Italie dans 6 semaines, ai-je dit. Elle a hoché lentement la tête. Alors nous avons 6 semaines pour nous préparer. Ces instructions étaient au nombre de 3 et absolues, soyez net. Documentez tout. Ne prenez pas de cadeaux. Prenez uniquement ce qui est à vous. J'ai passé les 6 semaines suivantes à être la fille parfaite. J'ai aidé Chloé à trouver des flacons de voyage. J'ai fait l'ourlet de son pantalon en lin blanc. Je suis resté avec maman quand elle s'inquiétait pour son dos, j'ai cherché les meilleures pharmacies à Florence et je lui ai envoyé les liens sans la faire se sentir impuissante. J'ai écouté papa se plaindre des frais de parking à l'aéroport, du taux de change, et j'ai hoché la tête en disant les bonnes choses. Chaque soir, après qu'il soit allé se coucher, je photographiais, je scannais, je croisais les preuves d'achat avec les objets dans la maison, pièce par pièce, méthodiquement et silencieusement. J'avais constitué un dossier que
J'avais appelé, réalité, 47 pages. Chaque objet acheté, listé avec son reçu. Sa photo et sa valeur marchande actuelle. La télévision, un Samsung 165 cm. Acheté pendant les soldes pour 1800 €. Le canapé d'angle, 2400 €. Livré chez eux parce que mon appartement était trop petit. Le réfrigérateur, 1550 €, acheté en urgence en plein mois d'août. Le lave-linge et le sèche-linge, un ensemble LG à 1200 €. La table basse que j'avais construite moi-même, coût des matériaux, 340 €. Le reste, c'était une après-midi entière de travail que je ne récupérerai jamais. Le matin de leur départ, maman m'a embrassé sur la joue. Elle sentait le parfum que je lui avais offert à Noël. Surveille le courrier, ma chérie. Je le ferai. Ai-je dit. Chloé est apparue dans le couloir avec sa valise cabine. Ne touche pas à ma chambre. Je n'y toucherai pas, ai-je dit. Papa a chargé la dernière valise dans le VTC. Il m'a regardé une seconde. Essaie de profiter du calme. Je le ferai, ai-je dit. Et c'était la chose la plus sincère que j'ai dite à l'un d'eux depuis des années. J'ai regardé la voiture tourner au coin de la rue. Je suis resté sur le pas de la porte un moment dans la lumière du matin. Puis je suis entré et j'ai appelé les déménageurs. David Reyes gère une petite société de déménagement. Il fait ça depuis 19 ans. Il a cette énergie particulière des hommes qui ont déjà aidé des gens à quitter des situations difficiles et qui savent qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Il est arrivé à 10 h avec son partenaire, Miguel. J'ai remis le dossier, réalité, à David. Tout ce que je prends est documenté ici, dis-je. Si vous n'êtes pas sûr qu'un objet m'appartient, arrêtez-vous et demandez avant d'y toucher. David a ouvert le dossier. Il a feuilleté les 5 premières pages. Il m'a regardé. Vous montrez, dit-il. On porte. Nous avons commencé par le salon. La télévision a été décrochée en premier. Regardez cette chose descendre. C'était comme regarder une horloge s'arrêter. Elle était là depuis 3 ans. Elle avait diffusé chaque match que papa aimait, chaque émission que Chloé regardait et chaque documentaire que maman commençait sans jamais finir. Elle avait été allumée en fond sonore pendant 11 000 dîners auxquels je n'avais pas été invité, parce que j'avais 29 ans, que je vivais seul et que j'étais, comme disait papa, une adulte capable de s'occuper d'elle-même. Le canapé a été démonté pièce par pièce. Miguel et David travaillaient avec le silence efficace des professionnels. La cuisine a pris le plus de temps. J'ai démonté le réfrigérateur moi-même. À 16 h, la maison ressemblait à une question que personne n'avait songé à poser. Je suis resté dans le salon un long moment. Le rectangle pâle sur le mur, le fantôme du frigo sur le linoléum, les marques dans la moquette où le canapé avait été posé. Je suis allé sur le comptoir de la cuisine. J'ai posé l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille, mon écriture, nette et précise, chaque euro listé par ordre chronologique, chaque année nommée non. Pas comme une accusation, mais comme un historique, la chose que j'aurais dû dire à voix haute il y a 10 ans. En bas, 2 lignes, j'en ai fini d'être là. Roue de secours. J'en ai fini d'être la seconde fille quand l'amour est donné. La première personne appelée quand l'argent est nécessaire. Victoire. J'ai posé ma clé sur l'enveloppe. Je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Le chalet dans les Alpes m'a coûté 1800 € pour 2 semaines, bien au-dessus de mon budget, mais exactement ce que je méritais. Mon téléphone captait à peine. Le premier message est arrivé à 19 h 46 le jour de leur retour. Maman? Où es-tu? Appelle-moi tout de suite. Puis, 4 minutes plus tard. Victoire Anne Marceau, tu m'appelles à l'instant. Puis mon père, c'est
Inacceptable. On appelle la police. Puis Chloé, maman pleure. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Appelle-nous. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai lu tous ces messages. Pas un seul ne demandait si j'allais bien. Pas un seul ne demandait pourquoi. Papa a appelé la police ce soir-là. Je le sais parce que Denise m'a appelé le lendemain, légèrement amusée. Ils avaient déposé une main courante pour vol et dégradation. L'officier en charge a regardé le dossier que j'avais déposé auprès des autorités. Il a conclu à un litige civil. Ils n'ont aucun droit, a dit Denise. Ils ne peuvent pas faire de votre propriété la leur. Simplement parce que c'était pratique depuis 10 ans. J'ai ri. Ce rire était incontrôlable, ce rire sans air que le corps produit quand il traite enfin quelque chose qu'il porte depuis trop longtemps. Puis j'ai pleuré, seul sur une terrasse dans les montagnes, sans personne pour me regarder, sans dîner à préparer et sans personne pour me dire que j'étais plus doué pour ça. Chloé a appelé 3 jours plus tard. La maison est horrible, a-t-elle dit. Tu as pris le canapé. J'ai acheté le canapé. La télé. J'ai acheté la télé. Un silence. Comment on était censé savoir que tu tenais les comptes? Je ne les tenais pas, ai-je dit. C'était bien là le problème. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis, comment as-tu pu nous faire ça? On est une famille. Voilà. Le mot magique. Le mot qu'ils utilisaient pour forcer chaque partie verrouillée de moi depuis 10 ans. Le mot qui signifiait en pratique, tu nous dois l'accès à tout ce que tu as, et nous avons le droit de te traiter de difficile si tu t'opposes. J'avais passé 29 ans à réagir à ce mot comme le chien de Pavlov réagit à une cloche, par la soumission, par la cuisine, par ma carte bancaire, par mes week-ends et par mon silence. Pas cette fois. Une famille ne vide pas une fille de sa substance pour que l'autre puisse rester confortable. Vous ne m'avez pas perdu quand je suis parti. Vous m'avez perdu parce qu'aucun de vous n'a remarqué que je disparaissais alors que j'étais encore là. Est-ce que tu me détestes, a-t-elle demandé tout bas. J'ai pensé au dîner. Ses sourires sont, je t'enverrai des photos. Pas par cruauté. Je le comprends maintenant. Mais par une absence totale de conscience. Qui vient quand on n'a jamais été celui qui payait? Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour toi. La lettre de papa est arrivée à ma nouvelle adresse. 10 jours après leur retour. Une écriture penchée, tranchante. Pas de formule de politesse, pas de « ma chère Victoire », pas de « amour, papa ». Juste, tu regretteras d'avoir choisi les meubles plutôt que le sang. Signé, Marc, pas. Papa. Marc. Je l'ai lu une fois, attentivement, comme un document juridique. Puis je l'ai plié en 3 et je l'ai rangé au fond du dossier, réalité. Derrière la dernière garantie, dans la pochette marquée, correspondance. La preuve que l'affaire était classée. La preuve aussi de ce que je suspectais. Depuis des années, mon père ne m'avait jamais vu que comme une ressource. J'avais arrêté de fournir, donc il avait arrêté d'être mon père. D'une certaine manière, c'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite. 6 mois plus tard, je vis dans un appartement loué qui est entièrement, délibérément, magnifiquement à moi. Le canapé est celui de chez mes parents parce que je l'ai payé, il est confortable, et je refuse de laisser un bon canapé devenir le symbole de quoi que ce soit. La télévision est sur mon mur, où je regarde ce que je veux quand je veux. La cuisine sent bon le dimanche soir ce que j'ai décidé de cuisiner pour moi-même, pour des amis qui demandent vraiment comment je vais. Pour des rendez-vous qui apportent du vin sans qu'on ait besoin de leur demander. Je ne cuisine plus pour mes parents. Je parle à ma mère. Occasionnellement, de brefs appels, limités. Elle n'a jamais vraiment présenté d'excuses,
mais elle a dit 2 fois, je n'avais pas réalisé. J'ai choisi d'accepter que c'est probablement vrai, et que cela ne change rien. Je ne parle pas à mon père. Chloé m'a envoyé un email le mois dernier. Elle s'excusait pour le schéma, pour la décennie de « ne pas remarquer ». Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire qui ne soit trop, soit pas assez. Voici ce que m'ont coûté 112 419 €, ils m'ont coûté la certitude, maintenue pendant une décennie, que l'amour était quelque chose que je devais gagner en étant utile, que ma présence à table était conditionnelle, que la bonne réponse à l'exclusion était de débarrasser la table et de sourire. J'ai passé 6 mois à désapprendre cela. J'ai passé 6 mois à apprendre ce que ça fait de passer un samedi sans cuisiner pour personne. À laisser un appel d'une personne qui a juste besoin de quelque chose aller vers la messagerie. À m'asseoir sur une terrasse avec un café qui refroidit et à sentir, pour la première fois, que le silence m'appartient. Papa a dit que je regretterais d'avoir choisi les meubles plutôt que le sang. Je ne regrette rien. Parce que voici ce qu'il n'a pas compris, les meubles n'ont jamais été le sujet. Les meubles, c'était juste les objets. Le sujet, c'était le fil qui avait été tendu trop fort pendant 10 ans. Le sujet, c'était la table du dîner, le gloussement, et cette femme de 29 ans qui avait payé pour le confort de sa famille si longtemps qu'elle en avait oublié de meubler sa propre vie. Les meubles, quand je les ai repris, n'étaient que des meubles. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux, c'était la liberté.